Bonsoir à tous, bienvenue dans Santé. Santé d'abord de ce soir va parler du mal de dos. Alors si nous prenons la population générale, la majorité aura une fois mal au dos et c'est quelque chose qui serait fréquent et qui constituerait sans doute aussi le motif de consultation chez beaucoup de personnes. Quelles sont les causes du mal de dos? Quelles sont les solutions qui existent pour soulager ce mal de dos et peut-on le prévenir? Voilà entre autres questions qui nous intéressent dans ce numéro de Santé d'abord de ce soir et qui vont nous permettre sans doute de savoir ce qu'il faut faire pour éviter le mal de dos. Merci beaucoup pour votre fidélité à Santé d'abord. Voilà, il était avec nous il y a 2 semaines sur ce même plateau pour nous parler des céphalées, communément appelés les maux de tête. Ce soir, il revient pour évoquer dans cette émission les maux de dos. Docteur Koumbia, Edgar, bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous aussi de nous avoir donné la parole pour pouvoir sensibiliser encore notre population. Vous êtes médecin généraliste, responsable de la clinique médicale perpétuelle santé, c'est bien cela? Oui. D'accord. Alors comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction, le mal de dos, plusieurs personnes en souffrent et ces personnes se demandent sans doute comment faire pour le soulager. Et donc ce soir, en attendant d'évoquer les solutions les solutions thérapeutiques bien évidemment pour les différents maux de dos, nous allons commencer par le commencement. Alors, une personne qui se plaint souvent d'une douleur au niveau de la colonne vertébrale, dirions-nous là qu'il est en train de souffrir d'un mal de dos, docteur Edgar? Merci pour le sujet, le thème que vous avez choisi pour ce soir. C'est un thème vraiment important qui doit captiver un peu l'attention de la population. Parce que selon les statistiques, nous ne disposons pas beaucoup de statistiques dans nos pays, mais dans les pays européens, 75% de motifs de consultation en médecine générale sont représentés par les maux de dos. C'est ça. Et donc c'est un mal qui est très fréquent, qui peut être banal, mais qu'on ne doit pas banaliser. C'est ça. Et lorsque nous parlons donc de douleur, quelqu'un qui se plaint de douleur au niveau de la colonne vertébrale, est-ce qu'on peut parler de mal de dos? C'est ça. Nous pouvons dire oui, dans un certain sens. Puisque si nous prenons la définition du mot dos, dans le Larousse, le dos c'est la partie postérieure du tronc. Donc dans le dos de la personne, donc la partie postérieure du tronc, et ça part au niveau des épaules jusqu'au niveau des reins de la personne. Or, dans cette portion donc du tronc, nous avons 2 parties de la colonne vertébrale. Donc bref, quelqu'un qui a mal au niveau de la colonne vertébrale, puisque la colonne vertébrale même elle est sur le côté postérieur de l'être humain, on peut dire donc qu'il a mal au dos, si on se réfère donc à la définition du mot dos. C'est ça. Par contre, le mal de dos est généralement réservé pour désigner la douleur qui se passe au niveau lombaire, qu'on va appeler communément la lombalgie. Donc quand des gens disent j'ai mal au dos, généralement il faut plutôt se focaliser un peu sur la zone lombaire, donc au niveau du rachis lombaire. Voilà. Alors, tel que vous venez de l'expliquer, est-ce qu'on peut situer le mal de dos à plusieurs niveaux? Si nous prenons la colonne vertébrale, depuis le haut des épaules jusqu'au niveau des reins, en bas, alors ça veut dire que la douleur peut se situer à plusieurs niveaux. Effectivement. La colonne vertébrale est subdivisée anatomiquement en 4 parties. Nous avons le rachis cervical qui part de la base du crâne et s'arrête au niveau de l'épaule. Donc c'est le cou en quelque sorte, donc c'est la colonne vertébrale qui passe en arrière du cou et on va l'appeler donc le rachis cervical. Une douleur qui se passe à ce niveau sera appelée une cervicalgie. Lorsque nous descendons en bas du rachis cervical, on a donc le rachis thoracique qu'on appelle encore le rachis dorsal. Et ça part donc au niveau de l'épaule jusqu'à la limite, à la fin des côtes. Et on va les appeler donc le rachis thoracique. Et une douleur à ce niveau va s'appeler une dorsalgie, puisque c'est le rachis dorsal, donc la douleur au niveau donc, du rachis dorsal va s'appeler une dorsalgie. Et enfin, quand on vient en bas
du rachis dorsal, on a donc le rachis lombaire qui rassemble à plus de 95% les douleurs donc, ou bien le mal de dos. Et c'est le rachis lombaire qui se situe donc en bas du rachis dorsal, c'est-à-dire le rachis thoracique. Et en bas du rachis lombaire, on va retrouver ce qu'on va appeler le rachis sacré. Mais là, ce sont des articulations, ce ne sont plus des articulations, ce sont des vertèbres soudées. Et comme il n'y a pas de mouvement entre ces vertèbres, généralement la douleur ne va pas trop au niveau, n'intéresse pas trop le rachis sacré. Donc nous avons principalement 3 zones. Le niveau cervical, où on va parler de cervicalgie. On a le niveau thoracique ou dorsal, où on va parler de dorsalgie. Et le niveau lombaire, où on va parler de lombalgie, ou communément appelé donc le mal de dos. Ok, alors, nous devons comprendre bien les choses ce soir, docteur Edgar Doumbia. Tel que vous venez de les décrire, on doit comprendre que lorsqu'on parle de mal de dos, il y a différents types de mal de dos par rapport à la localisation, de la douleur. Très bien. Il y a différents types de mal de dos. Alors, quel est le mal de dos le plus fréquent? Le mal de dos le plus fréquent, c'est la lombalgie, comme nous l'avons dit. Voilà. La lombalgie regroupe en elle seule plus de 90% du mal de dos. Donc, c'est le plus fréquent. Alors, est-ce que vous voulez bien nous rappeler la définition de la lombalgie? Oui, la lombalgie, en fait, qu'on appelle encore le mal de dos ou qu'on appelle encore lombago, quand c'est en phase aiguë, c'est une douleur intense qui se localise donc au niveau de la vertèbre, au niveau du rachis, c'est-à-dire de la colonne vertébrale, mais située au niveau lombaire. Donc, c'est ce qu'on va appeler la lombalgie. Alors, la lombalgie, mal de dos, c'est le mal de dos le plus fréquent. Et dites-nous, qu'est-ce qui cause la lombalgie? La lombalgie. Les causes de la lombalgie sont multiples. Et si vous permettez, comme cela avait été le cas pour le mal de tête, nous allons peut-être utiliser un petit schéma pour essayer de décrire un tout petit peu la lombalgie. La lombalgie, en fait, en elle-même, est une réaction de l'organisme parfois face à certaines circonstances ou bien certains facteurs qui peuvent survenir, que ce soit les activités, que ce soit des traumatismes. Quelqu'un qui fait une chute, par exemple, qui est tombé d'une hauteur, peut avoir mal au dos, donc au niveau de la colonne vertébrale et surtout au niveau lombaire, et donc peut développer une douleur. Lorsqu'on a par exemple une lésion au niveau des muscles paravertébraux, lorsque nous avons la vertèbre, tout autour de la vertèbre, nous avons des muscles qui soutiennent cette vertèbre. Nous avons aussi des ligaments qui permettent de faire la jonction entre les articulations donc intervertébrales. Quand nous prenons, les vertèbres sont des os en fait, des petits os avec 2 surfaces, une face supérieure et une face inférieure, et qui s'articulent entre elles. Entre les 2 vertèbres, on va retrouver un coussin qu'on va appeler le disque intervertébral. Et donc, pour pouvoir fixer ces 2 os, on a besoin des ligaments pour les fixer. Et donc, c'est comme ça que les vertèbres, c'est-à-dire ces vertèbres vont s'empiler pour former toute la colonne vertébrale. Si on a une atteinte au niveau de la vertèbre elle-même, on aura mal. Si on a une atteinte au niveau des muscles paravertébraux qui soutiennent, donc, qui forment en quelque sorte le mur donc, de cette charpente, on aura mal. Si on a une atteinte au niveau des vertèbres, au niveau des ligaments, on aura également mal. Mais il y a aussi les dégénérescences discales. C'est-à-dire? Nous avons dit, les vertèbres sont des os, des petits os, qui sont superposés. Mais entre 2 vertèbres, on a un coussin qui amortit en quelque sorte des chocs. Et lorsque le coussin s'use, donc quand ça commence par vieillir, ça s'érode et à la fin, on commence par avoir des douleurs. Et c'est ce que vous comparez à l'amortisseur. C'est ce qu'on compare à l'amortisseur. Parle de l'amortisseur. Effectivement. Ces disques intervertébraux sont donc, ces disques intervertébraux sont les coussins ou les amortisseurs des chocs au niveau de la colonne vertébrale. C'est ce qui peut permettre, par exemple, que quelqu'un peut chuter d'une hauteur et réceptionner sur les fesses sans pour autant briser toute sa colonne vertébrale. Ce sont donc des amortisseurs. On peut donc les comparer aux amortisseurs. Lorsque ces disques-là commencent par s'user, on va également on va avoir mal et on aura des problèmes, des lombalgies. On va sentir la douleur. On va sentir la douleur. Et il y a également, dans ce disque intervertébral, il y a un noyau au milieu qui constitue en quelque sorte le centre de ce disque-là. Et parfois,
lors de certains mouvements inappropriés, ce noyau peut sortir et comprimer la moelle épinière qui passe dans la colonne vertébrale. Et lorsque ce noyau sort pour comprimer cette moelle osseuse, on va parler d'hernie discale. C'est-à-dire le disque va sortir normalement dans un espace où il ne devrait pas être. C'est ça. Et il va comprimer tout ce qui passe dans le foramen, c'est-à-dire dans le canal qui est réservé pour la moelle. C'est dans cette moelle-là, dans cette moelle épinière que passent donc tous les nerfs qui vont irriguer, c'est-à-dire qui vont innerver les membres, que ce soit les membres supérieurs, les membres inférieurs et tous les organes d'ailleurs même qu'on a dans tout l'organisme. Et donc une hernie discale peut entraîner aussi une lombalgie. Quand le disque se déplace donc, c'est-à-dire au-delà de sa limite, il va comprimer donc la moelle épinière, va comprimer des nerfs qui va donc entraîner cette douleur. Nous pouvons aussi avoir des problèmes gynécologiques. Ah oui. Oui. Des règles douloureuses par exemple, ou bien une grossesse. Les règles douloureuses peuvent s'irradier, ce sont des douleurs en fait d'origine gynécologique, donc de l'utérus, mais qui irradient vers le dos. C'est ça. Et ça donne des douleurs donc dans le bas du dos et on croirait parfois à des lombalgies d'origine vertébrale, alors qu'en réalité c'est d'origine gynécologique. Même une grossesse peut comprimer également, vu la disposition, l'emplacement où se trouve l'utérus. Lorsque la grossesse est un peu importante, le volume devient important, le volume de l'utérus devient important, parfois ça comprime ou bien ça déforme la colonne vertébrale qui entraîne donc une petite compression au niveau de la moelle épinière et on peut avoir donc ce type de douleur. Il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier ou bien qui peuvent expliquer la survenue des douleurs à ce niveau. Même les vertèbres dont nous parlons, un petit glissement de vertèbres peut entraîner également des douleurs pas possibles. Il y a un traumatisme par exemple? Non, il peut ne pas avoir de traumatisme, il peut être juste une relaxation des ligaments ou des muscles paravertébraux, c'est-à-dire une hyperlaxité qui va faire que les muscles, c'est-à-dire les os qui se superposent et qui devaient normalement être maintenus dans une charpente bien ordonnée, peuvent glisser tout simplement et la personne aura extrêmement mal. C'est ce qu'on appelle souvent les spondylolisthésis. Donc le glissement des vertèbres, donc hors de ça, de sa ligne normale. Et on peut avoir aussi des arthrites, c'est-à-dire l'infection, par exemple, une inflammation au niveau de ces articulations, puisque les os se superposent, donc constituent des articulations, une inflammation à l'intersection de ces jonctions-là, une inflammation qui va due à une infection? Oui, une inflammation qui peut être due à une infection, oui, une inflammation due à une infection, comme une inflammation qui est due tout simplement à une maladie rhumatismale, qui peut aussi causer, qu'appelle-t-on, ce type de douleur. Même le vieillissement des vertèbres, le vieillissement des disques intervertébraux. Sommes-nous là dans le cadre du mal de dos qu'on appelle la lombalgie? On est toujours dans la lombalgie. Même les autres types de mal de dos, même dans la cervicalgie, même dans la dorsalgie, quelle que soit la zone où se pose où se trouve le mal, où se localise le mal, on a pratiquement les mêmes mécanismes d'action qui peuvent les générer. Mais parfois, il y a certaines choses, certaines activités. Il y a certaines activités, des gens qui restent trop longtemps debout ou des gens qui soulèvent des poids. Les coiffeurs par exemple. Ou bien les couturiers qui restent trop longtemps assis ou des coiffeurs qui sont trop longtemps debout, les tresseuses qui restent longtemps en position debout ou des portefeuilles, des gens qui transportent des fardeaux trop lourds ou même le simple fait de transporter son sac d'ordinateur. Si votre sac d'ordinateur pèse trop et que vous le prenez toujours avec le même bras, vous risquez de développer des lombalgies. Ça peut donc arriver. Et il y a d'autres causes plus compliquées, plus graves, comme des infections. On peut avoir par exemple une tuberculose vertébrale qui peut entraîner cette douleur. On peut avoir des cancers primitifs au niveau de la colonne vertébrale. On peut avoir une anévrisme, donc une rupture par exemple des vaisseaux au niveau donc de la colonne vertébrale ou même au niveau de l'abdomen qui va donner des douleurs au niveau donc de la vertèbre et même les métastases de certaines tumeurs, c'est-à-dire de certains cancers qui se métastasent vers les os et surtout ça commence au niveau de la colonne vertébrale. Les causes sont nombreuses, on parlerait même, on ne peut même pas finir. On parle même aussi des calculs rénaux.
Alors, le calcul rénal, jusque-là, ceux qui nous suivent ce soir ne savent certainement pas ce qu'on entend par calcul rénal, mais les calculs rénaux ou bien le calcul rénal provoquerait aussi le mal de dos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer juste un peu, sans trop rentrer techniquement dans les détails, dans les explications? Oui, vous avez raison. En réalité, c'est que les reins sont des organes qui sont situés dans la zone qu'on appelle la zone lombaire. Donc, puisqu'on parle de la lombalgie, des douleurs situées donc au niveau de la vertèbre lombaire, c'est-à-dire de la colonne du rachis lombaire, dans ces conditions, l'image des reins se projette dans cette zone. Lorsqu'il y a donc un problème au niveau de ces reins, ça peut s'irradier vers la colonne vertébrale. Et donc, on va sentir le mal de dos. Et généralement, les douleurs dues aux calculs rénaux. Les calculs rénaux, ce sont de petites pierres. C'est des petits cailloux qui se forment au niveau donc, du rein, à l'intérieur du parenchyme rénal. Et au moment, tout le monde en a. Tout le monde a ces petites pierres dans ses reins. Mais c'est lorsque la pierre veut tomber, au moment de la production de l'urine, la pierre parfois peut tomber et rentrer dans les voies urinaires. Si la pierre est plus grosse que la lumière de la voie dans laquelle la pierre est tombée, la pierre va se bloquer. Et si elle se bloque, elle se coince, les reins, il y a une réaction réflexe donc de ces voies-là, de ces voies urinaires qui vont se contracter. Et en se contractant sur la pierre qui est au milieu, qui est coincée au milieu, ça fait très mal. Ça fait extrêmement mal. Ça provoque des douleurs. Oui, c'est lancinantes. C'est des douleurs vraiment lancinantes, perforantes, donc insupportables. Et cette douleur se projette donc dans la zone lombaire et peut faire croire à tort que c'est une lombalgie, alors que c'est ce qu'on appelle en fait les syndromes néphrotiques. C'est donc une douleur d'origine, c'est-à-dire rénale. Merci beaucoup. Vous avez été long dans vos explications concernant cette question bien précise, mais je crois qu'il le fallait pour bien faire comprendre ce soir à nos chers téléspectateurs les causes du mal de dos, bien des maux de dos de façon générale. Alors nous allons poursuivre cette émission. Il est jeune, il est dynamique, passionné du basketball. Il rêve peut-être de devenir un jour le Jordan africain, mais il a été probablement stoppé dans cet élan par un mal de dos qui le dérange beaucoup et jusqu'à présent, il ne sait pas quoi faire. Alors, comment s'est-il fait ce mal de dos et s'est-il fait consulter par un spécialiste? Nous allons écouter notre jeune frère basketteur se prononcer sur son mal de dos. Je me rappelle très bien, c'était un mardi où j'étais parti au terrain de basket pour jouer, il n'avait plu. Donc voilà, on était en plein match. J'ai fait un panier, au moment où je redescendais, j'ai glissé et je suis tombé sur le terrain. J'ai senti le mal, au bas de mon dos. Mais bon, je n'ai pas pris de l'importance à ça puisque bon, ça m'arrive de faire des petites chutes. Mais tout récemment, il y a une semaine de cela, je voulais faire la lessive. Donc je me suis levé pour faire la lessive et puis j'ai senti le mal de dos. Donc, je suis parti consulter, on m'a dirigé vers un kinésithérapeute qui devait me faire la rééducation. Mais comme les coûts étaient élevés, j'ai décidé de prendre mon mal à patience et essayer de gérer doucement. Ce mal de dos m'a beaucoup affecté puisque moi je raffole du basket. Je n'arrive plus à être performant. Donc ce qui fait que ça affecte vraiment ma vie quotidienne. Mais ce que je faisait avant est devenu une peine pour moi. Et puis si je prends les émidiens aussi avec les secousses de la route, ça me fait beaucoup mal au dos. Bon. Voilà, Dr Koumbia, vous l'avez écouté. Qu'est-ce que vous avez à dire à notre jeune frère? Bon, à lui, peut-être je vais le réconforter, le conseiller ou bien le réconforter juste pour qu'il puisse approcher le personnel soignant, des gens qualifiés qui peuvent l'aider dans la prise en charge de son problème. Mais c'est le lieu ici de rappeler quand même à la population qu'il y a des sports qui sont un peu des sports à risque pour ce type de pathologie. Et les gens qui font le patinage, des gens qui jouent par exemple au basketball, même le football, généralement les sports de contact peuvent entraîner, comment appelle-t-on, ce type de lombalgie, cette douleur, ces problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Les gens qui font par exemple l'haltérophilie, les gens qui soulèvent le poids,
donc à Diatoto. Bon, pour ce type de sport, ça peut également enclencher des choses comme ça. Surtout, ce sont des hernies discales et surtout qu'on soulève des choses, de poids lourd. Et ça entraîne souvent ce type de douleur. Et c'est vraiment désagréable. Alors, nous allons rester un peu sur le témoignage de notre jeune frère. Il a dit, on ne parlerait pas de négligence, mais il a dit qu'il n'a pas su payer les frais du kiné. Et donc, si il banalise un peu ce mal de dos, comme il vient de le dire, il n'a pas fait sortir le mot banaliser, mais tel qu'il a décrit la chose, ça veut dire qu'il ne se presse pas pour aller se faire consulter. Même quand on lui a parlé du kiné, il n'a pas su rassembler le fonds nécessaire pour se faire soigner ou bien se faire masser. Alors, éventuellement, si un mouvement brusque se produisait sur le terrain de basket, est-ce que cela ne va pas compliquer les choses chez lui? Bien, et ce qu'il a eu, on peut l'appeler en fait lombago. C'est une lombalgie aiguë suite ici à une activité sportive. Généralement, les lombagos sont désignés comme étant, ils sont comparés à un coup de tonnerre dans un ciel clair. Il n'y a pas de nuage, il n'y a rien du tout, et subitement, c'est une douleur foudroyante qui vous prend au niveau de la hanche. Parfois, vous êtes bloqué même dans la position dans laquelle vous êtes avant de recevoir ce coup, ce choc-là. Et la kinésithérapie, ici, n'était pas, c'est-à-dire l'idéal, c'est-à-dire le traitement idéal pour des douleurs aiguës de cette manière. Pour des cas comme ça, l'idéal serait qu'il aille voir un médecin. Il y a des traitements qu'on peut lui prescrire, des médicaments pour le soulager, des myorelaxants, des anti-inflammatoires, des antalgiques. Il y a donc tout un schéma thérapeutique qu'on peut mettre en jeu pour lui. C'est quand la douleur devient persistante et qu'on rentre dans la chronicité que la kinésithérapie devient vraiment, c'est-à-dire capitale et nécessaire et apporte vraiment ses preuves dans le soulagement de nos patients. Alors, en évoquant la lombalgie, puisque c'est le cas ce soir, est-ce qu'on peut identifier certains symptômes de ce mal de dos, à part bien évidemment la douleur, qui est le signe peut-être principal? Si un médecin se pointe devant vous pour vous dire qu'on peut vous citer des symptômes de mal de dos, en fait, le mal de dos même est un symptôme. Ce n'est pas une maladie, c'est-à-dire la lombalgie est un symptôme, c'est un signe qui traduit un phénomène. Donc, on ne peut plus parler des signes de la lombalgie, mais on peut peut-être caractériser cette douleur, cette lombalgie. Généralement, ce sont des douleurs violentes qui se localisent à un étage donné de la colonne vertébrale, mais deux personnes peuvent présenter des symptomatologies complètement différentes en fonction du mécanisme qui a engendré le mal de dos. Deux personnes peuvent... Est-ce que vous parlez du mécanisme, vous faites allusion à l'origine? À l'origine. Ce qui a causé, comment est-ce que le mal de dos est survenu? À partir d'où on est parti. Quelqu'un qui a fait par exemple un choc, quelqu'un qui a fait une chute et qui est tombé, qui a fait une fracture de la vertèbre, va développer des douleurs qui ne sont pas les mêmes choses par exemple que quelqu'un qui a soulevé un grand poids, qui a soulevé un poids important. Donc, les manifestations varient en fonction du mécanisme, en fonction de la cause et surtout en fonction de la zone où se situe aussi la lésion. Ce qui fait que ce qui caractérise souvent cette lombalgie, c'est les signes associés. Est-ce que j'ai juste mal au dos? Ou bien... C'est de ces signes-là que je voudrais que nous parlions, docteur Edgar. Dans ce cas, ce sont des signes associés à la lombalgie. Et ces signes, il faut généralement chercher le plus souvent au niveau des membres inférieurs. La douleur, c'est-à-dire le mal, se fait au niveau de la colonne vertébrale, mais la douleur ne se situe pas forcément au niveau de la colonne vertébrale. Parfois, la douleur va se ressentir tout le long des membres inférieurs. C'est ce qu'on va appeler les radiculalgies, les racines nerveuses qui passent là où il y a le problème. Donc, le type de nerf qui est coincé va délimiter une zone ou un territoire de douleur. Le type peut ressentir par exemple des douleurs allant des fesses jusqu'au grand orteil ou bien des fesses passant sur la face postérieure en arrière de la cuisse, descendant vers le mollet et il s'arrête net au niveau du mollet. Dès que la personne décrit un peu le trajet de sa douleur au niveau des membres inférieurs, le médecin qui est habitué peut savoir
à quel niveau de la colonne vertébrale se situe la lésion. Parce qu'on sait à peu près à chaque étage de la colonne vertébrale quels sont les nerfs qui y sortent et où est-ce que ces nerfs-là vont pour innerver au niveau des membres inférieurs. Donc les signes, la symptomatologie ne sera pas la même chose. Quelqu'un qui a mal, par exemple, au niveau, qui a un problème au niveau du disque intervertébral L1, L2, n'aura pas les mêmes signes que celui qui a un problème dû à une atteinte du disque entre L5 et S1. Donc, en fonction de l'étage où on a le problème, la symptomatologie va différer. Les gens vont dire, j'ai tellement mal à la jambe, j'ai la douleur qui descend sur la face antérieure, la face de devant, de la cuisse, et je sens des sensations de picotement, je sens des sensations de brûlure. C'est comme s'il y a une fourmi, donc des fourmillements dans mes jambes et tout. Donc, cette symptomatologie varie en fonction de la cause. Et généralement, il y a un signe qu'on recherche que nous appelons le signe de la sonnette. C'est comme vous êtes devant un portail, vous sonnez, mais vous entendez plutôt le bruit à l'intérieur de la maison. Donc lorsque le médecin va regarder, il va essayer d'examiner la colonne vertébrale, il va palper, il va appuyer progressivement sur la colonne vertébrale. Et quand on arrive sur la zone, dès qu'on appuie, le type ressent la douleur dans le trajet du nerf qui est atteint. Et on parlera du signe de la sonnette. Donc les symptomatologies, c'est-à-dire les signes qui vont caractériser cette douleur, varient en fonction du mécanisme et en fonction de la localisation de la lésion qui a entraîné la douleur. Ok. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du mal de dos aigu. Et à côté du mal de dos aigu, il y a aussi le mal de dos chronique. Alors, dites-nous, après combien de temps le mal de dos aigu va tomber dans la chronicité? Après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois? Généralement, le mal de dos aigu va jusqu'à 4 semaines. Donc, un mal de dos, traité ou non. L'avantage du mal de dos aigu, c'est que la douleur est tellement importante que le type même est obligé de se calmer, de se tranquilliser, de rester allongé ou d'éviter au moins les mouvements ou les actions qui peuvent encore aggraver, accentuer sa douleur et sa situation. Ça, c'est l'avantage de la douleur dans ce cas. La deuxième chose, c'est que lorsque vous mettez donc un traitement médical, généralement au bout de 4 semaines, en général, on a une guérison chez le patient. Mais lorsque la douleur persiste jusqu'au-delà, c'est une douleur permanente et qui persiste au-delà de 3 mois, on va parler donc d'une lombalgie chronique. Alors, est-ce que le mal de dos peut être insidieux ou bien il doit toujours être accompagné de la douleur et de ces signes qui s'accompagnent par rapport à la localisation, bien à l'origine du mal de dos, docteur Koumbia? Lorsqu'il n'y a pas de douleur, on ne parlera plus de mal. Donc, le mal de dos est toujours accompagné de douleur. Tu sais, c'est le signe même qui sonne l'alerte. C'est la douleur qui amène le malade même à consulter. C'est la douleur qui fait qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose. Sans douleur, on ne parlera donc pas de mal de dos. Donc le mal de dos ne peut pas être insidieux, ne peut pas être silencieux. Silencieux, non. Non, on peut avoir mal, mais pas mal au vrai sens du mot, pour crier, dire que j'ai mal, il y a la douleur. Peut-être que ce qu'on peut avoir, c'est qu'on a une lésion au niveau de la colonne vertébrale, mais on n'a pas mal. On sent juste des picotements. On n'a pas justement, peut-être même qu'on n'a pas mal au niveau de la colonne vertébrale, mais on peut sentir des douleurs, par exemple, dans certaines zones, comme au niveau des membres inférieurs. Quelqu'un peut commencer par se plaindre d'une sensation de chaleur ou bien de picotement au niveau de ses orteils. Ou bien de fourmillements. Ou bien des fourmillements au niveau de ses orteils. Ou bien des brûlures au niveau de la jambe, au niveau de la face antérieure de la cuisse, ou bien au niveau de ses fesses. Il ressent des brûlures, mais pas des douleurs au niveau du dos. C'est le médecin qui est expérimenté, qui peut savoir qu'en réalité, les signes que décrit ou bien le type, les caractéristiques de la douleur ou bien du mal de mon patient révèlent plutôt d'une atteinte d'un nerf ou bien d'une racine donnée et on va aller chercher l'origine au niveau de la colonne vertébrale et on va se rendre compte que le mal se situait au niveau de la colonne vertébrale. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui serait, mais qu'est-ce qui peut être à l'origine du mal de dos qu'on ressent, qu'il soit fréquent ou non? La question a été posée à quelques personnes que nous avions rencontrées dans la rue. C'est à travers ce micro-trottoir, apprécier les différentes réponses. Le mal de dos, dans un premier temps, je peux dire que ça peut venir avec l'âge. Quand on vieillit, on peut avoir facilement mal de dos. Parce que le dos, au niveau du dos, on a le rachis lombaire.
Donc c'est des vertèbres. Donc une fois que ça vieillit, le mal peut arriver. D'autres raisons, par exemple, on peut avoir nos activités quotidiennes. Ceux qui pratiquent les motos, avec l'état de certaines routes, on peut avoir mal de dos. Avec des secousses, tout ça là, on peut avoir mal de dos. En dehors de ça, se baisser brutalement comme ça pour prendre une lourde charge, on peut avoir mal de dos. Donc ces trois facteurs-là, je peux soulever. Le mal de dos peut être causé par le travail pénible, c'est-à-dire genre travail intensif. On peut parler de, comment l'appelle-t-on, exemple des coiffeurs. Ils sont debout à chaque temps. Le mal de dos peut être causé par le fait d'adopter des positions qui ne sont pas correctes, de mal s'asseoir ou bien de se coucher. Les gens disent que les positions qu'on adopte, quand tu t'assois souvent, si tu n'adoptes pas une position droite, à la longue ça agit sur le dos. Et il y a aussi le fait de soulever les charges lourdes. Dans ton enfance ou bien dans la jeunesse, quand on est tout le temps dans des activités où il faut faire beaucoup d'efforts physiques, le fait de soulever de lourdes charges, ça peut entraîner ça. Et aussi les ulcères, paraît-il que si tu as des ulcères, des plaies dans le ventre, ça peut aussi être une cause. Bon, tout récemment, j'ai appris qu'il y a une forme de palu qui est en train de menacer la population et l'un de ces symptômes serait les douleurs au dos. Donc d'une manière générale, il y a beaucoup de causes. En zone rurale, on peut citer les travaux champêtres, le fait de transporter les bois, tout ça là, comme on sait dans nos villages là. Mais bon, par rapport à Lomé en ville ici, je vais plutôt dire c'est le fait de s'asseoir beaucoup, vu qu'on a beaucoup de zèmes et beaucoup de motos. Et le fait de prendre aussi, bon, il y a les jeunes parmi nous maintenant se donnent beaucoup aux salles de gym. Ils veulent prendre des trucs qu'ils ne peuvent pas prendre d'habitude. Donc tout ça, ça cause aussi des mal de dos. Un Zémédiamane qui conduit la moto du matin jusqu'au soir, cela pourrait lui entraîner, ou bien cela peut causer aussi le mal au dos. Si nous prenons aussi les activités sportives aussi, il y a aussi certains exercices par leur méconnaissance, ça aussi entraîne le mal au dos par rapport à la nourriture. On mange du n'importe quoi, et ça accumule des déchets dans le corps et ces déchets-là vont directement dans les nerfs et qui bloquent la circulation et qui empêchent le rein à bien fonctionner. Exemple, les huiles que nous consommons, ce sont des huiles, est-ce que ce sont des huiles qui sont filtrées, qui sont bien protégées? Voilà, donc remercions tous ceux qui ont accepté de parler devant le micro, au micro de l'équipe de Santé d'abord. Docteur Koumbia, une réaction, parce qu'il y a un intervenant qui a dit des choses, je voudrais bien qu'on revienne là-dessus. Mais avant, votre réaction par rapport à tout ce que vous avez entendu. Bon, je me dis que la population a une petite notion sur c'est-à-dire le mal de dos. Mais seulement, c'est qu'il y a une confusion que les gens font souvent. Lorsqu'on attribue ou bien on assimile le mal de dos au mal de rein, il ne faut pas faire de confusion. Les reins dont on parle ici, c'est la zone, c'est la ceinture qu'on parle. On parle de la hanche en quelque sorte. Normalement, ce n'est pas le rein organe. Un intervenant a parlé de la consommation des aliments non filtrés qui peuvent boucher les reins. Il est passé d'aliments jusqu'aux nerfs. Des nerfs vont boucher les vaisseaux et le sang ne va pas bien circuler. Il y a eu trop d'amalgame. C'est archi faux. Ça, c'est non, bon. Ce mécanisme qu'il a décrit là n'est pas ça. Donc là où je voulais attirer l'attention, c'est que lorsqu'on parle de mal de rein, il faut faire une différence entre la douleur provenant de l'organe rénal, c'est-à-dire le rein qui filtre l'urine, et la douleur provenant des os, c'est-à-dire de la colonne vertébrale, mais au bas du dos, et cette zone est également appelée les reins. Donc il faut faire attention, on ne parle pas ici des organes, on parle plutôt de la hanche, de la zone donc de la
ceinture, en quelque sorte, chez les personnes. Alors, quelqu'un a dit qu'il avait entendu qu'une forme de paludisme qui sévit, dont l'un des signes serait le mal de dos. Est-ce qu'il est en train de faire allusion là à un neuropaludisme? Avec comme signe des douleurs musculaires? Non, ce n'est même pas le neuropaludisme. Le paludisme a, dans ses signes cliniques, ce qu'on appelle les courbatures. Les courbatures, il peut s'agir des douleurs musculaires, il peut s'agir des douleurs articulaires. Et nous avons dit que la colonne vertébrale est une succession d'articulations. Donc, en faisant le paludisme avec les courbatures peuvent se localiser juste au niveau des muscles paravertébraux ou bien au niveau même de l'articulation, qu'on appelle des vertèbres. Donc on peut avoir, c'est-à-dire mal au dos, tout simplement parce qu'on fait un paludisme, c'est normal. C'est pas un type de paludisme forcément. Par contre, il y a certaines pathologies, certaines infections qui attaquent spécifiquement, qu'on appelle la colonne vertébrale. C'est le cas de la tuberculose vertébrale, qu'on appelle le mal de Potte, qui peut simuler le paludisme au départ. La personne ne tousse même pas, mais la personne présente des signes comme la fièvre, les frissons et tout, et des douleurs au niveau du dos. Donc c'est une consultation et un examen plus approfondi qui va permettre de poser le diagnostic que c'était une tuberculose et non un paludisme. Alors parlons justement du diagnostic. Lorsque vous nous disiez ce soir, vous nous dites ce soir qu'il y a différents types de mal de dos, ça veut dire que pour diagnostiquer ces différents types de mal de dos, un diagnostic différentiel doit s'imposer pour pouvoir mettre le doigt sur le type de mal dont souffre la personne, mal de dos dont souffre la personne. Est-ce que c'est vrai? Le diagnostic différentiel ici, ça s'adresse à nos confrères médecins ou praticiens. Lorsque quelqu'un vient se pointer que j'ai mal au dos, c'est l'examen clinique. D'abord, il faut commencer par l'interrogatoire. On doit chercher à savoir la douleur a commencé depuis quand. La douleur commence quand. Qu'est-ce qui déclenche la douleur? Qu'est-ce qui calme la douleur? Quelle est la position qui déclenche la douleur? Quelle est la position qui soulage la douleur? Est-ce que la douleur survient plus dans la nuit ou plus dans la journée? Donc, en fonction des réponses qu'on va donner, ça va permettre déjà d'avoir une idée sur l'origine ou bien l'étiologie de cette douleur de la colonne vertébrale. Et maintenant, en plus de ça, le médecin doit faire des investigations, demander certaines analyses, demander des prises de sang, la radiographie de la colonne vertébrale, on peut faire le scanner, on peut même faire l'IRM, et toutes ces analyses vont permettre au médecin de pouvoir faire la différence, la part des choses entre plusieurs pathologies qui peuvent se manifester par une atteinte au niveau de la colonne vertébrale. Parmi donc ces maladies, on peut parler des discopathies, c'est-à-dire les problèmes des disques. C'est le cas par exemple des hernies discales. On peut également parler des lombalgies communes. Les lombalgies communes, ce sont des lombalgies qui n'ont pas de cause. Généralement, on cherche la cause et puis on ne trouve pas, la douleur survient, peut-être c'est une mauvaise posture, peut-être c'est quelque chose qui a entraîné la douleur et quelques temps après, la douleur disparaît. Il peut s'agir également des problèmes d'hyperlordose. Il y a certaines personnes dont la courbure de la colonne vertébrale est exagérée. Donc ça peut entraîner des douleurs. Quand c'est comme ça, on essaie de voir avec les kinésithérapeutes, on renforce un peu les muscles du dos et on peut redresser la colonne vertébrale. C'est quand il s'agit d'une malformation peut-être? Les malformations également, mais généralement, ces types de malformations sont rares. On ne pas être très rare. Quelqu'un qui a grandi, qui n'a jamais eu de problème et qui vient vous voir, c'est chez cette personne qu'il faut faire ce type de diagnostic différentiel. Il y a aussi ce qu'on appelle les canaux lombaires étroits. Il y a des personnes pour certaines pathologies données, ils auront un rétrécissement du canal dans lequel passe la moelle épinière. Et dans ces conditions, ça fait extrêmement mal. Parfois même, on peut faire recours à la chirurgie pour aller élargir un peu le canal pour libérer le passage au nerf. Il y a des métastases osseuses. Comme on l'avait dit, quelqu'un peut faire un cancer quelque part et puis le premier signe de cancer va se repérer au niveau de la colonne vertébrale. La personne a un mal de dos et c'est quand on l'examine bien qu'on voit qu'en réalité son mal de dos ne provient pas de là, mais ça provient plutôt d'un autre organe plus haut qui est en train de développer un cancer primitif. Donc il y a plusieurs
raisons et plusieurs choses qui peuvent amener donc, ou bien qui doivent passer dans la tête du médecin qui est en train d'examiner son patient, et c'est le médecin qui doit pouvoir écarter, éliminer certaines hypothèses en fonction de tout ce qu'il va recueillir à l'interrogatoire, de tout ce qu'il va voir à l'examen clinique et de tout ce qu'il aura comme résultat des analyses demandées. Ok, merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, lorsqu'on a un mal de dos, alors ne soyons pas du tout surpris si on lie ce mal de dos à un problème neurologique. Tout à l'heure, dans l'explication du docteur Koumbia, notre invité, il a fait allusion aux nerfs et tout le reste. Alors, parce que là, c'est possible de lier un mal de dos avec un problème neurologique. Alors, que va nous dire donc le médecin neurologue par rapport au mal de dos et aux conseils à suivre? Nous allons écouter donc Dr Apeche Kosivi du service de neuro du CHU Campus de Lomé qui se prononce sur cet aspect précis de la question. Nous l'écoutons. Le mal de dos en général est dû à un dysfonctionnement, à une perturbation des structures qui forment le dos, la colonne vertébrale. Et ces structures, vous avez les vertèbres qui sont empilées les unes sur les autres. Entre deux vertèbres, vous avez ce qu'on appelle le disque intervertébral. Et à côté, ce qui est matérialisé en rouge, vous avez le nerf. Un dysfonctionnement de cette structure ou de l'une de ces structures peut donc avoir une conséquence au niveau du nerf et cela va se traduire, peut se traduire par des douleurs. Donc, effectivement, un problème au niveau des nerfs de la colonne vertébrale peut se traduire par un mal de dos. Le mal de dos peut être dû à plusieurs affections. Il y en a qui sont banales, ces affections qui sont banales, mais il y en a qui sont moins banales, graves. Donc le premier conseil, c'est d'orienter toute personne qui souffre de mal de dos vers un personnel de santé qualifié, de telle sorte qu'on puisse faire la part des choses. En général, le mal de dos peut être dû à des problèmes de posture, c'est-à-dire les positions qu'on adopte au niveau de la colonne vertébrale. Il y a une hygiène à mener pour avoir un bon équilibre au niveau des structures qui forment la colonne vertébrale. Et donc, le fait de respecter ces mesures d'hygiène diminue le risque de développer ou d'aggraver le mal de dos. Deuxième conseil, adopter une attitude qui respecte l'hygiène de la colonne vertébrale. Et je pense qu'avec ces deux mesures, et plus en général, les mesures qu'on adopte pour éviter le surpoids, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la colonne vertébrale, c'est ça qui soutient la charge. Donc plus on est en surpoids, on va surcharger la colonne vertébrale et on va occasionner des douleurs au niveau de cette colonne vertébrale, le mal de dos. Donc prendre des mesures pour éviter l'obésité, le surpoids aussi aiderait à régler un certain nombre de cas de mal de dos. Et enfin, il y a aussi comment gérer le stress, parce que le fait d'être tout le temps stressé peut rendre nos muscles crispés et ça peut donner des douleurs, des maux de dos. Donc, pour me résumer, première des choses, consulter un personnel médical qualifié. Deuxième, il faut adopter une hygiène de la colonne vertébrale. Par exemple, éviter de soulever des charges lourdes, éviter de se courber. Et troisième chose, adopter des mesures pour éviter l'obésité, le surpoids. Ou si on est déjà obèse, surpoids, on va essayer de diminuer son poids. Et la dernière chose dont je vous ai parlé, c'est gérer le stress. Voilà, docteur Koumbia, pour docteur Apeche, l'obésité et le stress sont à proscrire si nous voulons éviter le mal de dos. Oui.
puisque le poids de l'être humain repose en grande partie sur la hanche. Il a dit. Et donc, lorsque vous êtes obèse, tout le poids du corps se repose au niveau donc de la colonne vertébrale et surtout au niveau de la colonne du rachis lombaire. Et donc, le mal de dos sera inévitable. Donc, il faut faire un effort pour diminuer son poids si on voit qu'on est en état d'obésité ou même en surpoids. Et il faut maintenir aussi les activités physiques couramment. Et comme il a dit, il faut éviter le stress. Parce que quand on est stressé, on est obèse, c'est un cercle vicieux en fait. L'obésité va entraîner le stress va entretenir l'obésité et ça agit sur la colonne vertébrale. Alors, comment savoir si un mal de dos est grave et quand doit-on s'inquiéter? Est-ce que c'est par rapport à l'intensité de la douleur ou comment? D'abord, l'intensité de la douleur est la première des choses qui doit réveiller le malade. Mais l'intensité de la douleur ne détermine pas la gravité du mal de dos. Non. Le patient qui souffre d'un mal de dos doit consulter impérativement un médecin quand ce mal de dos survient après un choc, c'est-à-dire après un traumatisme. Peut-être qu'il est tombé et il commence par avoir mal au dos. Il peut s'agir d'une fracture, il peut s'agir d'une rupture de choses. Donc il peut s'agir de beaucoup de choses. Donc, il faut qu'il consulte si c'est à la suite d'un traumatisme qu'il a mal au dos. Il faut qu'il consulte si la douleur reste constante ou si la douleur augmente de jour en jour et surtout si la douleur devient plus insupportable la nuit. Là, ça veut dire qu'il y a une composante inflammatoire qui rentre en jeu et donc il faut consulter. Également, quand quand on sait qu'on a pris certains médicaments de façon prolongée et qu'on commence par avoir mal au dos, il faut consulter un médecin. Certains médicaments comme les corticoïdes. Donc on les utilise souvent dans les cas d'allergie et consorts. Lorsque vous êtes sous traitement, sous corticothérapie pendant un long moment et que vous commencez par avoir mal au dos, il faut aller voir rapidement votre médecin. Et aussi quand nous avons par exemple une coïncidence avec l'apparition des douleurs abdominales ou bien des problèmes digestifs, je n'arrive plus à faire les selles ou bien je n'arrive plus à faire pipi, donc ce qu'on appelle les retentions urinaires ou des constipations inexpliquées qui coïncident avec des douleurs au dos, il faut aller consulter rapidement. Il y a donc plusieurs situations qui peuvent amener à consulter et qui vont révéler plus tard que derrière ce mal de dos qui paraissait banal, il y avait donc des pathologies lourdes en arrière. Alors, lorsque vous parlez de l'incontinence ou bien de la rétention urinaire, ça veut dire que lorsqu'on a mal au dos et qu'on ne s'est pas fait consulter et qu'un traitement, un protocole de traitement a été mis en route, ça veut dire que ce mal de dos peut affecter ou bien altérer d'autres fonctions de l'organisme. Le mal de dos altérer d'autres fonctions, je serais un peu dubitatif, mais ce que nous pouvons dire là, c'est qu'un mal de dos peut s'accompagner de certains signes qui doivent être normalement des signes d'alerte pour courir rapidement voir son médecin. Lorsque j'ai mal au dos et je n'arrive plus, je développe une constipation à répétition, il faut que j'aille voir mon médecin. Lorsque j'ai mal au dos, j'ai envie d'aller à la selle, mais je n'arrive pas à déféquer, c'est ce qu'on appelle les troubles de sphincter, des sphincters. Donc ça peut être le sphincter anal, donc le déchet ne sort plus, on n'arrive plus à aller à la selle, c'est dû généralement à une compression d'un nerf qui vient donc au niveau de l'anus et qui devrait normalement permettre l'ouverture du sphincter anal. Et quand c'est ça, il faut courir rapidement voir un médecin. Et lorsqu'on n'arrive plus à faire pipi parce qu'on a mal au dos, il faut également courir voir un médecin. Donc il y a de ces signes-là qui peuvent accompagner, comment appelle-t-on, la douleur donc lombaire, c'est-à-dire la lombalgie, et qui doivent donc attirer l'attention. Donc ce n'est pas en réalité le fait qu'on va banaliser la douleur qui va les entraîner, mais si on banalise, c'est que nous aggravons plutôt les causes de cette douleur-là. C'est pour ça une douleur inexpliquée au niveau du dos doit être l'objet d'une consultation rigoureuse. Est-ce qu'un mal de dos peut amener une personne, la personne qui en souffre, à devenir une personne invalidante? Oui, oui. Oui, il y a ce qu'on appelle les lombalgies, c'est ça, les lombalgies hyperalgiques ou bien les lombagos hyperalgiques. Parfois même, le premier jour ou bien à l'instant T où le lombago est déclenché, vous pouvez être bloqué
et ne même plus se lever. Peut-être vous êtes baissé pour soulever une charge et puis vous êtes bloqué en position accroupie. Et dans cette position, si vous ne savez même pas faire, vous ne pouvez plus vous redresser. Vous pouvez garder cette position pendant des jours sans pouvoir se redresser. C'est peut-être un musulman qui veut prier, il se baisse juste pour prier et au moment de se redresser, sa colonne vertébrale fait un petit craquement, un petit bruit, la colonne vertébrale se bloque. La personne peut ne plus se relever. Dans ces conditions, tu ne peux plus marcher. Tu ne peux même plus... Il aura des séquelles. Il aura pas forcément des séquelles, non. Le lumbago paraît un peu violent, ça paraît spectaculaire, mais généralement, ça n'a pas trop de répercussions voilà, à long terme. Lorsque c'est pris en charge rapidement et surtout efficacement, ça disparaît et les choses rentrent dans l'ordre. Mais ça peut devenir invalidante et parfois, quand ça tend vers la chronicité, la personne risque de ne plus faire des activités. Tout à fait. Alors, l'autre témoignage que nous vous invitons à suivre, c'est celui de cet autre frère qui souffre aussi du mal de dos. Il s'agit de Ibrahim Idrissou. Quelle est l'origine de son mal de dos? En parlant de son mal de dos, il nous a dit que lorsqu'il ressent le mal de dos, cela entraîne des maux de tête aussi. Est-ce que c'est vrai ou faux? Nous allons écouter son témoignage. Après, on va poser la question à notre invité de ce soir. Tout de suite, le témoignage. C'était l'année passée, par rapport à mon matelas. Mon matelas, c'est que j'avais gagné ça sur les trottoirs. Donc, ce n'était pas un médecin qui m'a prescrit ça. Donc, compte tenu de mes moyens, j'ai acheté et je suis parti à la maison. Bon, lorsque je suis arrivé à la maison, la nuit, je devais me coucher. Donc, en me couchant, le lendemain, je me suis réveillé. J'avais mal à la hanche et mal au niveau du dos. Et je me suis dit que, bon, comment j'allais faire? Mais faute de moyens, je ne pouvais pas aller à l'hôpital aussi. Donc, je suis obligé de se contenter de ce que j'ai. Donc jusqu'à présent même, je sens un mal de dos, mais faute de moyens, je ne peux pas aller à l'hôpital aussi pour aller me prescrire un bon matelas. Étant donné que jusqu'à présent, je n'ai pas encore changé mon matelas, je subis toujours, mais il arrive des fois où je ne me couche plus sur le matelas, je suis obligé de d'étaler une natte et de me coucher sur ça. Et depuis que j'ai commencé à utiliser le matelas, bon, je peux dire que dans la semaine, je peux avoir 3 fois mal de dos. Donc je suis obligé, quand je sens ces mal de dos, je suis obligé de descendre et me coucher sur ma natte. Souvent j'ai des maux de tête par rapport à mon dos, j'ai les maux de tête souvent chroniques qui fait mal, mais étant donné que bon, j'ai fait des massages de crâne et là ça pèse. Mais des fois même je m'en donne aux pharmacies pour pouvoir gagner des produits pour pouvoir soigner ce mal de dos. Mais le mal, compte tenu de mon lit, mon matelas que je n'ai pas encore changé, le mal persiste. Là, il faudrait que je gagne de l'argent pour changer mon matelas. Ou soit je vais à l'hôpital pour me prescrire un bon matelas que je dois adapter à mon corps. Voilà, il y a les maux de dos, ça persiste avec ma tête. J'ai souvent du mal au niveau du crâne. Ça me fait mal. Surtout la hanche, parce que étant donné que le matelas, quand tu te couches, tu vas voir, il y a des fois, il y a des parties qui sont bombées. La hanche là se trouve là-bas et ici c'est haut. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est effectivement qui est plat. Donc, il y a des courbatures de matelas. Il y a des courbatures de matelas. Des fois, c'est la hanche qui est dedans et les pieds sont en haut et le dos aussi sont en haut. Donc tout ça là, ça donne des maux de hanche et maux de dos. Voilà, comme disent les Ivoiriens, nous allons dire Yako à notre frère Idrissou Ibrahim. Alors, docteur, cause de son mal de dos, le matelas? Oui. Là, c'est un peu ce qu'on va appeler les postures de la colonne vertébrale. Lorsque vous n'adoptez pas de bonne posture pour la colonne vertébrale, vous aurez mal au dos. Ça, c'est clair. Et donc, son cas typique est un exemple parmi tant d'autres. Ici, c'est le matelas. Il n'a pas de matelas orthopédique, mais on n'a pas besoin d'avoir forcément un matelas médical. Il faut juste prendre un matelas qui est un peu consistant, qui est un peu résistant, mais qui n'est pas trop dur non plus, qui n'est pas trop mou non plus. Parce que lorsque vous êtes sur votre matelas, le matelas doit épouser normalement les courbures
naturelle de la colonne vertébrale. Mais lorsque le matelas est trop rigide, quand vous couchez dessus, la colonne vertébrale devient raide. Et dans ces conditions, vous aurez mal. Lorsque votre matelas est trop mou, quand vous couchez, ça s'enfonce, comme ce qu'il dit. Ce ne sont pas des courbatures, ce sont des courbures. Donc ce sont des enfoncements, donc des reliefs donc irréguliers du matelas qui font que sa colonne vertébrale est obligée d'épouser ces reliefs-là de son matelas et ça va faire mal. Pour ce qui concerne le mal de tête qu'il signale, en accord, ça, le mal de dos. Ça peut être ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer parce que plus la moelle épineuse, ici, la colonne vertébrale n'adopte pas de bonne posture, on peut avoir des répercussions parce que dans la colonne vertébrale, c'est là-bas que passe la moelle épinière. La moelle épinière est rattachée au cerveau dans le crâne. Donc, on peut avoir un mal qui peut remonter jusqu'au crâne. Peut-être que c'est une cervicalgie qu'il a. Il a des douleurs au niveau du cou. Et c'est ça qui souvent se répercute au niveau de la tête à cause de la proximité donc, du rachis cervical et de la tête. Donc, il peut s'agir de ça, d'une cervicalgie qui s'irradie au niveau donc, du crâne. C'est possible. C'est possible. Alors, nous allons enchaîner avec le dernier sujet de cette émission. Alors, une personne qui a mal au dos peut penser aussi à un rhumatisme, nous dira le médecin rhumatologue, qui nous définit ici le rhumatisme comme l'ensemble des affections qui touchent les os, les tendons, les muscles et les articulations. Alors, et ces rhumatismes sont souvent responsables des douleurs et comme mesure préventive, le médecin rhumatologue, le commandant des FAT, monsieur Kapovi Kodjo, revient ici sur l'hygiène de la colonne vertébrale, ce que le docteur Apetier aussi a soulevé tout à l'heure. Nous allons donc écouter l'interview que le professeur agrégé Kapovi Kodjo nous a accordé. Avoir un mal de dos, c'est un problème fréquent. Et quand le mal de dos survient lors d'un accident, il faut obligatoirement consulter un médecin. Quand le mal de dos survient et que ça dépasse 4 semaines, il faut obligatoirement consulter un médecin également. Et surtout quand ce mal de dos s'accompagne de fièvre, d'une limitation de la marche ou bien d'une altération de l'état général. Quand quelqu'un a un mal de dos, la personne peut penser à un rhumatisme. Un rhumatisme, c'est l'ensemble des affections qui touchent les os, les articulations, les muscles et les tendons et qui est responsable de douleurs. Alors que quand quelqu'un a mal de dos, c'est toute douleur qui survient au niveau de la colonne vertébrale. Mais il faut savoir que la colonne vertébrale, c'est l'empilement des vertèbres. Et quand on parle de vertèbres, tout ce qu'il y a tout autour, c'est les os, les tendons, les muscles et les articulations. Et ces articulations ici, c'est des amortisseurs. Et c'est ces amortisseurs, quand ces amortisseurs sont usés, qu'on parle de douleur au dos. Mais ce qui est important qu'il faut savoir, avoir mal au dos, ce n'est qu'une question qui dure seulement 2 à 4 semaines. Et habituellement, c'est anodin et la cause n'est pas retrouvée dans 80% des cas. Mais quand la cause est identifiée, c'est dans les 15% là, on peut identifier une cause et la cause peut être grave ou non grave. Et quand la cause est grave, la plupart du temps, c'est l'amortisseur qui est usé. Et dans 15% des cas, c'est beaucoup plus un microbe qui rentre dans l'articulation. En ce moment, on va parler d'infection. Ou bien, c'est l'inflammation des organes internes, notamment la plèvre, le poumon. Ou bien, des fractures vertébrales sur un os poreux ou bien des maladies métaboliques qui peuvent être à l'origine. Maintenant, chez tout individu, que vous ayez mal au dos ou pas, tout le monde doit respecter ce qu'on va appeler les règles d'hygiène de la colonne. Et les règles d'hygiène de la colonne se basent sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est de tout faire pour éviter le fléchissement du tronc. Par exemple, quand un objet tombe par terre, on veut ramasser, il faut fléchir les genoux, s'accroupir, tout en gardant le tronc bien droit avant de prendre l'objet. Quand vous voulez utiliser la roue, normalement la roue doit avoir des manches suffisamment longues pour garder le tronc bien droit. Pour se laver les pieds, il faut normalement s'asseoir sur un tabouret, ou bien pour porter une chaussure, il faut amener le pied vers soi, ou bien utiliser un chausse-pied.
Le deuxième aspect, c'est d'éviter de soulever tout ce qui est lourd. Et en se rappelant toujours que soulever ce qui est lourd, on doit garder le tronc bien droit et bien fléchir les genoux. Et le troisième aspect, il faut toujours éviter de garder la même position pendant longtemps. Ça suppose qu'il faut alterner les positions. Quelqu'un qui a son travail, il est habitué à s'asseoir longtemps. À un moment donné, il faut qu'il se lève, marche un peu et revienne à sa place. Quelqu'un qui est habitué à rester longtemps debout doit changer de position. Et c'est important de pouvoir respecter ces règles d'hygiène de la colonne du dos. Qu'on a mal au dos ou pas, tout le monde doit pouvoir essayer de respecter en suivant les 3 éléments dont on vient de parler. Voilà, nous remercions le médecin commandant des FAT, le professeur agrégé Kakpovi Kodjo, qui est du côté de l'université de Kara, à la faculté des sciences de la santé. Docteur Koumbia, voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Si nous voulons éviter le mal de dos, il faudrait que vous insistiez ce soir sur l'hygiène de la colonne vertébrale. Les mesures préventives. Les deux médecins qu'on a reçus dans cette émission ont largement mis l'accent sur ces mesures préventives. Qu'est-ce que vous avez à dire pour clôturer cette émission? Non, c'est juste répéter, peut-être puisque la répétition est pédagogique, c'est juste répéter ce que mes confrères viennent déjà de dire. Le mal de dos peut être évité. Si vous ne l'avez pas, vous respectez scrupuleusement les mesures, c'est-à-dire l'hygiène de vie ou bien une bonne hygiène de la colonne vertébrale. Si vous l'avez et que vous le respectez, ça va vous soulager et le plus rapidement possible. Sinon, vous pouvez passer à la chronicité. Lorsque nous prenons, le docteur Kakpovi a parlé... Lorsque vous parlez de la chronicité, ça veut dire que le mal de dos va persister jusqu'à la fin de... Non, jusqu'à plus de 3 mois. Nous avons dit, comme il l'a dit tantôt, la phase aiguë va jusqu'à 4 semaines. 4 semaines ou plus, normalement, et la phase chronique... Mais lorsqu'on garde ces douleurs-là jusqu'à au-delà de 3 mois, on passe donc dans la chronicité. Et généralement, la prise en charge n'est plus comme des médecins, pas les médicaments antagés qu'il faut donner. Parfois, il faut faire donc une association pluridisciplinaire, des neurologues, des psychologues, des psychiatres, des kinésithérapeutes, des rhumatologues. Et tout le monde doit mettre la main à la pâte pour pouvoir venir à bout de ce type de douleur. Mais là où je voulais insister, c'est ce que le professeur Kakpovi vient donc de dire, c'est que nous devons vraiment respecter certaines règles, à savoir éviter au maximum la flexion du tronc, la flexion de la colonne vertébrale. Lorsque je suis au bureau, la posture que je dois adopter, c'est que je suis assis, je dois avoir toujours mes épaules droites et je regarde devant moi. Il est interdit d'avoir des écrans qui vont vous faire regarder en bas. En faisant ça, vous fléchissez la colonne, c'est-à-dire au niveau du rachis cervical, et vous allez développer finalement des douleurs. Lorsque vous restez trop assis, comme il a dit, il faut se lever souvent, faire 2 ou 3 pas avant de revenir encore s'asseoir. Si le travail que je fais exige que je reste debout longtemps, on cherche un tabouret, un petit tabouret qu'on met en bas, et on pose un premier pied dessus. Pendant 5 à 10 minutes, on change de pied sur le tabouret. Ça permet donc aux jambes de se fléchir de façon alternée et ça soulage la colonne vertébrale. Lorsque les femmes, les bonnes femmes à la maison veulent balayer, par exemple la maison, la cour de la maison ou bien leur chambre, il est recommandé d'utiliser les balais à tige. Elles sont debout, elles tiennent leur tige avec la colonne vertébrale bien droite et elles font leur nettoyage. Mais s'il faut balayer avec des balais, les anciennes balais qu'on utilisait pour nettoyer les cours, en se baissant, en courbant le dos, la colonne vertébrale, on aggrave donc, on aggrave ce mal. Et surtout, lorsqu'on est dans la douche, beaucoup de gens ignorent cette étape. Dans nos douches, si nous avons le pot de WC qui est en même temps incorporé dans la toilette, ça arrange. Lorsque vous êtes en train de vous doucher, si vous voulez laver vos pieds, posez le pied sur le pot du WC et vous lavez le pied. Soit vous vous asseyez sur le pot de WC et vous lavez vos pieds, tout en fléchissant, en ramenant la jambe vers le haut, c'est-à-dire en fléchissant le bassin et le genou, plutôt que de fléchir la colonne vertébrale. Si un objet tombe par terre que je veux ramasser, même si c'est un bic,
C'est pas le poids de l'objet que je veux ramasser qui est le problème, c'est la position que je vais donner à la colonne vertébrale qui sera le problème. Même si c'est un bic ou une feuille qui est tombée, une pièce de monnaie. Même une pièce de monnaie qui est tombée, si je veux le ramasser, je dois maintenir toujours mon torse droit, je fléchis le bassin, je fléchis le genou et je ramasse mon objet et je me relève. C'est l'idéal que nous devons faire et si nous respectons ça, nous allons éviter au maximum les mal de dos. Merci beaucoup, Dr Koumbia. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Santé d'abord. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir toujours au rendez-vous de ce programme. Merci à tous les intervenants, Dr Apetier Kosivi, professeur agrégé Kakouvi Kodjo et les personnes qui ont accepté de témoigner de leur mots de dos et les personnes qui ont également accepté de nous parler des causes du mal de dos. Voilà, merci également à Dr Edgar Koumbia qui vient ici dans cette émission dans l'espace de 2 semaines. Il était là pour nous parler des céphalées, comme je l'avais dit à l'entame de cette émission, des céphalées qu'on appelle communément les maux de tête, qu'on appelle communément les céphalées, ou bien les céphalées qu'on appelle communément les maux de tête. Alors aujourd'hui, c'est les maux de dos. Peut-être que prochainement, on va parler des maux de rein, mais peut-être ce ne sera plus avec Dr Koumbia. Moi, est-ce qu'ils acceptent ce soir revenir? Je vois que l'invitation a été lancée de façon indirecte. On verra bien. Merci nous sommes beaucoup. toujours à vos côtés. Merci. À chaque fois que vous avez besoin de nous, selon notre disponibilité, nous nous mettons toujours à votre disposition. Merci beaucoup, Dr Koumbia. Merci à toute l'équipe de la réalisation et de l'équipe de Santé d'abord, sans oublier les gens du bloc technique. On se donne rendez-vous le mardi prochain pour un nouveau numéro de votre émission Santé d'abord. Au revoir et à très bientôt.